Notre limite, elle n'est pas d'ordre de la molécule, du médicament qu'on donne, elle est de l'ordre de l'accès aux soins, de l'alliance thérapeutique qu'on fait entre les soignants et les patients, de tout ce qu'on construit pour arriver à prendre les médicaments. Ce n'est pas la nature des médicaments. Si l'enjeu aujourd'hui n'est pas la nature des médicaments, quel est-il ? 8 patients ont accepté de nous raconter leur vie avec le VIH. Des souffrances les plus dures jusqu'à la sérénité trouvée, Alain Père résume son cheminement. Le cheminement depuis la séropositivité, ça a été de continuer à vivre, ça a été de faire avec, ça a été donc l'angoisse, la peur, ça a été mon compagnon qui était beaucoup plus atteint que moi, puisqu'il avait déjà un Kaposi, on l'avait découvert. Le cheminement, ça a été de l'accompagner, lui, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Maintenant, avec beaucoup de recul, avec tout le cheminement que j'ai fait, ça m'a permis, moi, de bouger, et de me bouger, quoi, je crois. Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire, ça vous a permis de bouger ? Bon, on fait avec, on se booste, on voit que la vie est précieuse, on a envie de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait avant, on a envie de goûter à chaque moment de la vie, on a envie d'aimer, d'être aimé, et puis on cherche un sens aussi, forcément, à la vie, à la mort. Alors je ne veux pas dire que le sida est une bénédiction, c'est pas ce que je veux dire, mais ouais, je crois que je pourrais le dire quand même. Peut-être que pour moi c'était une bénédiction. C'est un mot fort, hein. C'est un mot fort. Pourquoi une bénédiction ? Parce que je me suis mis en mouvement, je me suis mis en marche. Retour sur des années d'angoisse, de luttes et de victoires. Le début, c'est l'annonce de la séropositivité. C'était dans un centre gratuit anonyme. Le médecin m'a reçu et m'a dit « bon, j'ai une mauvaise nouvelle » et j'ai compris de suite. Voilà. Et je suis restée un petit peu assez immobile et je ne savais pas comment réagir en fait. Et il m'a dit « vous ne réagissez pas ?» Et je lui ai dit « pourquoi vous attendez que je me jette la tête contre le mur ?» Voilà. Et il m'a dit « mais certains le font ». Et je lui ai dit, écoutez, pas moi. En fait, j'avais une certaine pudeur à réagir à ce moment-là. Je pensais qu'il fallait cacher une réaction. Et j'ai seulement craqué en fin de journée. Voilà. Mais parce que je crois qu'il fallait vraiment le temps de digérer, de réaliser. Et je suis passée par plusieurs stades d'émotion, en fait, à ce moment-là. J'ai de suite jeté un autre regard sur la vie, c'est-à-dire que j'ai pensé à la mort. Même si, bien sûr, c'était en 2006, donc j'étais bien au courant que le sida ne signifiait plus automatiquement une mort certaine dans les 2 ans qui suivent. Mais c'est vrai que de suite, j'ai pensé à la mort. C'est curieux, vous avez dit le sida, c'était la mort. Vous n'aviez pas le sida ? Non, mais c'est un raccourci en fait que j'emploie, parce qu'à l'époque, ce n'était pas, disons que ce n'était pas déclaré, et je n'étais que séropositif, je n'avais même pas besoin de traitement dans les médias, donc voilà. Mais vous l'associez au sida quand même à cette époque-là ? Oui, je l'associe toujours au sida quand même, oui.
Avant, j'étais séronégatif et c'est vrai que j'ai toujours côtoyé très longtemps des séropositifs et j'avais vraiment le sentiment de passer de l'autre côté. Je ne pourrais pas expliquer les choses autrement, mais c'est ça. Voilà, et quelque chose d'irrémédiable. Je suis restée très longtemps sans voir mon entourage, sans voir mes amis. Enfin, très longtemps, j'ai dû rester, je sais pas, 2 mois où j'ai fait le vide. C'est très difficile en fait de parler de ça à des gens, surtout quand c'est à chaud, quoi. Là, c'était vraiment quelque chose de... Voilà, qui était tout récent. Il fallait déjà que je le digère. Certaines personnes ont besoin d'un temps de repli, normal s'il ne dure pas trop longtemps. Mais toutes connaissent une période, plus ou moins difficile, d'assimilation progressive de la nouvelle. Quand il arrive quelque chose de difficile à intégrer, soit parce qu'elle est incroyable, soit parce qu'elle est très angoissante, elle peut mettre du temps à s'installer dans notre vie psychique. On peut mettre du temps à lui trouver une place. Ça, c'est banal. Après, il y a une gradation. Il y a le refus. Je veux pas. Le refus, c'est pas forcément un déni. C'est une révolte. C'est une difficulté à accepter une réalité. Voilà. Le déni, c'est un cran au-dessus, c'est faire comme si on ne savait pas. C'est-à-dire qu'on est un peu clivé, on est un peu coupé en deux. On sait, hein, c'est pas le délire, c'est pas la psychose, c'est pas celui qui est absolument sûr que c'est faux. Non, la personne sait, mais elle sait quelque part. La première difficulté, c'est l'annonce aux amis proches, intimes et à sa famille. La stigmatisation est terrible pour certaines personnes séropositives. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Ah non, je ne peux pas parler cette vie de cette maladie, non. D'abord, j'ai honte. D'abord, regarde les yeux des gens. Et les gens parlent trop sur cette maladie. Ils peuvent même te rejeter, ils peuvent même dire n'importe quoi sur toi. Bon, je ne peux pas. Les gens, même si tu manges dans son assiette, ils jettent l'assiette. Hein. Ils ne te disent pas bonjour, ils ne te serrent pas la main. Hein. Même le bisou comme ça, tu ne vas pas ramasser ça. Ils te rejettent complètement. Pour moi, je ne voulais pas ça. Le problème qui chez beaucoup de gays est en fait d'annoncer la séropositivité aux partenaires. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Alors, si c'est quelqu'un de stable, avec lequel vous vivez des années, ça ne pose pas de problème. Si c'est une rencontre de passage, c'est beaucoup plus délicat. Et je sais que malheureusement, un certain nombre de gens se sont tus. Donc ça a contribué à la propagation du virus. La personne qui a très mal vécu ma séropositivité a été mon ami. Parce que c'était un sentiment d'impuissance. Il y avait aussi ce sentiment, plus que de pitié, mais enfin très fort. Et ça a duré très très longtemps. Alors dans ma famille, c'était, et c'est toujours le non-dit. Je suis persuadé qu'ils le savent. Je ne vois pas l'utilité d'insister. Le résultat de l'annonce à son entourage peut être positif ou négatif. En tout cas, paradoxalement, cette annonce doit être soigneusement préparée. Il nous arrive de travailler beaucoup avec les personnes pour les aider à se préparer à cette annonce, à qui le dire, d'abord à telle personne ou à telle autre, comment le lui dire, pourquoi le lui dire, pourquoi maintenant, est-ce qu'on peut attendre quand le lui dire, etc. Donc il y a des gens qui ont besoin de s'y préparer, qui font même des petits jeux de rôle, disant ben voilà, je suis devant mon copain et si je lui dis comme ça. Il arrive que ce soit l'entourage qui enferme la personne dans ce statut de malade, qui le voit comme très fragile, comme menaçant de s'effondrer à tout instant.
Et donc c'est vrai que parfois les personnes séropositives elles-mêmes se trouvent à soutenir leur entourage. Et quand il n'y arrive pas, là aussi c'est bien d'essayer de travailler avec quelqu'un sur comment aider l'entourage à porter un nouveau regard sur la personne pour qu'elle s'affranchisse de ce poids du regard. Quand elle a appris sa séropositivité, avant les traitements actuels, c'est le regard de tous, même celui des relations lointaines, qu'Annick avait du mal à affronter. J'ai vécu avec cette psychose-là en me disant bien que si je voulais continuer à évoluer dans la société, travailler, aimer, vivre dans la société, il fallait plutôt la mettre en veilleuse de ce côté-là, pas en parler. La mettre en veilleuse, c'est-à-dire Taire le fait qu'on ait ce virus-là. Le taire vis-à-vis de qui? De n'importe qui, surtout les gens qu'on ne connaît pas. À chaque fois, je faisais la gymnastique cérébrale. À l'époque, je travaillais dans une entreprise. Et à chaque fois qu'un collègue me croisait, me parlait, je faisais le double exercice en disant là, je te parle de choses banales d'une façon naturelle. Si je t'annonçais que j'avais le virus, est-ce que tu dirais les mêmes mots que ce que tu es en train de me dire en ce moment? Est-ce que ton visage changerait? De toute façon, même maintenant, ça fait encore peur. Donc, moi, des gens qui veulent en face de moi, qui me donnent des conseils, je les sens branlants, ça le fait pas. Au contraire, ça me fait plus peur. Annick a vécu une épreuve particulièrement difficile quand elle a été enceinte et que sa grossesse l'a effrayée. Vous auriez pu être mère et vous avez renoncé? Comment ça s'est passé pour vous? Ça, J'aurais pu. Et pourquoi vous avez... Ça m'a fait un peu paniquer parce que c'était pas du tout prévu et je savais pas comment me programmer avec ça parce qu'à l'époque j'avais d'autres élans. Est-ce que le VIH a eu le bon dos comme ça m'a fait la bonne excuse de ne pas le garder ou j'en sais rien, j'ai encore pas réglé ça. J'ai pas réglé ça. De ce côté-là, j'ai pas eu le soutien de ma famille. J'attendais un acquiescement, quoi. Genre, moi je croyais qu'ils allaient, waouh, c'est super, vas-y, garde-le. Ah non, la tête. Je croyais que c'était un cadeau, ça a l'air d'être effet contraire. Ils ont peur pour moi, mais ça ne m'aide pas d'avoir peur pour moi. Moi, j'ai pas le droit d'avoir peur. Au niveau de l'enfant, ils ont montré de l'angoisse, quoi. J'avais pas besoin de voir ça, moi. J'ai l'impression de vivre avec un esprit enfant, là, Un esprit? Un esprit enfant en moi qui n'est pas venu au monde, voilà. Christian a aussi vécu des comportements de son entourage qui ne l'ont pas aidé. J'ai eu des comportements de tristesse, d'infinie tristesse également, des larmes. À partir du moment où on annonce, où on le dit, on le dit pour se soulager, on le dit pour être entendu, et on ne le dit pas pour récupérer les peurs des autres, parce que nous avons déjà assez peur nous-mêmes à ce moment-là. Le plus dur, c'est de le dire effectivement à l'entourage très très proche, conjoint et parents. Donc là, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut choisir le moment propice de telle manière à éviter les discours moralisateurs, à éviter les larmes intempestives, choisir le bon moment et être écouté. Les mots sida et VIH désignent des réalités certes liées, mais distinctes. Alors qu'avant je parlais, ou j'aurais parlé plus facilement de sida, maintenant je m'en garde bien pour ne parler que de VIH. Mais l'entourage associe tout de même cela assez facilement au VIH. Nous on le vit d'une certaine façon en tant que malade, ou plutôt en tant que personne infectée par le virus. L'entourage, la famille
l'entourage au sens large ont une perception qui est également différente du VIH que la nôtre, puisque pour eux, c'est peut-être le VIH associé au sida, alors que pour nous, c'est le VIH. Point. C'est une distinction importante d'abord pour quelqu'un qui porte ce virus. L'infection à VIH, c'est d'être porteur d'un virus. Avoir le sida, c'est être malade, c'est-à-dire c'est une maladie qui est due à ce virus. Mais on peut être porteur du virus sans être malade, sans être peut-être même jamais malade aujourd'hui grâce au traitement. Et c'est pourquoi il est important pour quelqu'un qui porte ce virus sans être malade de ne pas se vivre comme malade, de ne pas se dire malade. Il n'est pas malade. Se dire malade ou être vu comme malade alors qu'on ne l'est pas peut amener la personne à s'installer sans s'en rendre compte dans un statut de malade, dans un statut de quelqu'un de fragile. Chacun cherche des soutiens selon sa personnalité, son entourage, les occasions qui se présentent à lui. Nulle règle, nul modèle ne saurait prévaloir. Henri, Jean-Philippe, Sophie, Michel, Alain, Annick nous racontent leur chemin. J'étais élevé dans la religion catholique. J'étais très bercé dans ce domaine et je crois que la foi m'a beaucoup aidé. Dès que je l'ai su, je me suis pas intéressé à la maladie dans le sens scientifique, mais je me suis un petit peu plus intéressé à moi et à ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je me souviens, je l'ai appris un samedi. Le mercredi suivant, j'étais déjà dans un groupe de parole. Pourquoi il y a un groupe de parole comme ça tout de suite, en plus, très rapidement, tout de suite? Pour rencontrer des gens qui sont dans ma situation. Voilà, c'est... j'avais envie de ça. Des gens qui viennent d'apprendre, qui en parlent. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Ça a été très sympathique. Et ça m'a permis très vite de passer du stade de victime. Parce que c'est presque facile au début quand on apprend une telle chose un petit peu de pleurnicher sur soi-même et tout. C'est très facile de se laisser aller à ça. Et là, de voir des gens, en fait, on était 5 ou 6 personnes qui ont exactement la même chose et qui vivent la même chose à ce même moment, on ne peut pas se laisser aller à se plaindre sur soi. Pour moi, oui, je trouve que c'est important d'avoir toutes les... On se donne encore plus de chance, en fait, voilà. Donc, voilà, j'ai été à l'époque... voilà, j'avais un homéopathe, un acupuncteur, et puis l'hôpital. Et vous continuez toujours à avoir différentes toujours, ouais, je cherche comme toujours. ça. Alors moi, par des périodes. Oui, je vais voir un ostéopathe, j'ai un super kiné à côté, je continue des thérapies. J'ai pas été chez un psy, vous voyez, j'ai pas fait la batterie de trucs. Mais encore une fois, est-ce que c'est une question, je ne veux pas me vanter, est-ce que c'est une question d'équilibre personnel qui fait que je passe par-dessus, ceci plus le soutien que j'ai autour de moi, voilà. Bon, mon ami et mes amis en général, mon cercle d'amis. Donc, non, ça... Ou alors me direz-vous, c'est inconscient, c'est de l'insouciance. J'ai fait une quête spirituelle, j'ai rencontré un maître spirituel, Sogyal Rinpoche. J'ai suivi ses enseignements. Je suis un étudiant de Sogyal Rinpoche depuis maintenant 18 ans. Il m'a appris les phénomènes de la vie, de l'existence, l'impermanence. La vie, la mort, c'est ainsi, c'est comme ça. Je suis tout le temps à cheval. C'est ça qui m'aide, cette image-là. Pas me laisser désarçonner. Enfin, c'est ça mon fil conducteur. Pour vous, le cheval, c'est important? Ouais. Moi, je dis que c'est presque un médicament. Hein. Il fait partie de mon traitement. Mais vraiment. Et pourquoi? Comment ça, il fait partie de traitement? Qu'est-ce que... C'est ce qui m'apporte, son contact. C'est peut-être ce que je trouvais pas avec les gens. Que lui, je pouvais tout lui raconter, pouvait m'écouter, pas de jugement. Il m'acceptait comme j'étais, comme je le respectais. Voilà. Respect. C'était beaucoup plus clair avec un cheval qu'avec un humain. Vous avez donc aussi eu une démarche avec un maître bouddhiste? J'avais vu sur la première page du Parisien, un moine Shaolin arrive à Paris. Je dis, oh!
Et sa salle d'entraînement, c'était au bout de ma rue. Oh bah ça, j'ai cru qu'il venait pour moi. Et j'ai dit, eh ben ouais, c'est ça qu'il me faut. Et je suis rentrée dans les arts martiaux avec lui. Souvent aidée par ses intimes ou par des soutiens plus lointains, chacune des personnes que nous avons rencontrées a trouvé un équilibre avec le virus. Moi, j'appelle pas ça VIH ou bien SIDA, non. J'ai un nom propre que j'appelle parce que c'est un nom qui me soulage d'appeler. J'appelle pas comme ça parce que c'est une maladie, c'est pas une maladie propre. Bon, moi, j'apprends ça comme ça. Et comment vous l'appelez alors? Sidonie. Sidonie. J'appelle pas ça VIH ou SIDA, non. C'est pas une maladie propre. Cette infection fait partie de moi, occasionne des séjours à l'hôpital tout de même. Et il y a donc l'existence de l'hôpital qui entre dans ma vie et qui me rappelle à tout moment l'existence de ces deux virus. Mais nous cohabitons ensemble. C'est comme si, en fin de compte, j'avais réussi à communiquer avec ce virus, trouver une espèce de pseudo-terrain d'entente. C'est-à-dire, comment on communique avec un virus? Comme s'il était venu squatter chez moi, sans me demander l'autorisation, mais que je le laisse jouir de mon espace, sans pousser mes mains dans les orties, sans m'attaquer. C'est-à-dire, vous décidez qu'ils se contiennent, quoi. Voilà. J'ai l'impression d'être en rapport kung-fu avec lui. Mais dans ce kung-fu, vous avez des armes quand même de votre côté. Oui. Vous avez les traitements. Oui. Comment se situent les traitements là-dedans? Des garde-fous. Des garde-fous qui sont efficaces, je trouve efficaces. Enfin, j'ai trouvé un terrain d'entente aussi avec la trithérapie. Elle me va bien, on ne change rien, voilà. Je me suis dit comment accepter de prendre tous les jours un traitement, comment accepter ce virus. Alors j'ai pas accepté que j'étais malade, mais en tout cas j'ai accepté que j'étais porteur d'un virus qui pouvait me rendre malade, gravement malade, voilà. Après accepter d'être malade avec cette maladie, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, parce que quand on n'est pas malade, c'est plus compliqué. Vous n'êtes pas malade. Quand même, je vais tous les 6 mois à l'hôpital. Si je regarde, je prends des médicaments tous les jours. Je suis pas autorisée à ne pas en prendre. Ou alors, si je le fais, je sais ce qui peut se passer. Voilà. Donc finalement, c'est compliqué, ça. Ouais, ça a été compliqué. Maintenant, ça l'est. Non, ça l'est. Depuis que j'ai eu une fille, ça l'est beaucoup moins. J'ai fait le choix d'accepter, de vivre en harmonie avec ce corps étranger plutôt que de le rejeter totalement et d'accepter le traitement. Parce que c'était quand même nouveau pour moi d'un coup de devoir prendre tous les jours 3 médicaments à l'époque, ou 4, je ne sais plus. On a toujours besoin de trouver une image, de mettre des mots sur quelque chose qu'on vit sans pouvoir la voir. Le virus, on ne le voit pas, on sait qu'il est là. C'est abstrait et à la fois très, très réel, paradoxalement. Donc, trouver des mots, cohabiter. Il y a l'idée qu'on peut faire un compromis, il y a l'idée qu'on peut apprivoiser, il y a l'idée qu'on n'est pas totalement passif, soumis à quelque chose qui a envahi. On est actif, on cohabite, c'est-à-dire que les deux ont quelque chose à faire pour vivre ensemble. Les gens ont presque toujours des soutiens à l'intérieur d'eux. Ils ont beaucoup de force qu'ils ignorent parfois. Ils ont des goûts, des penchants, des choses susceptibles de les soutenir, de les aider. Et c'est d'abord là qu'il faut commencer à chercher, parce que il n'y a rien de mieux qu'un soutien qu'on découvre à l'intérieur de soi, qu'une compétence qu'on découvre à l'intérieur de soi, qu'une force. Les gens ont beaucoup de force et de compétences, même quand ils sont parfois au plus bas de la crise. Vous avez parlé de spiritualité, il y a l'art, il y a la danse, il y a des choses tellement diverses. Il faut se laisser surprendre et puis surtout
permettre à la personne finalement de laisser advenir ce quelque chose de particulier qui va la soutenir et qui prend son point de départ à l'intérieur d'elle. Donc il n'y a pas des choses précises, il y a beaucoup de choses qui, selon notre subjectivité, nos penchants vont nous donner une force ou pas, pour nous soutenir ou pas. Et puis ça peut aussi, selon le moment de notre vie, quelque chose de différent. Donc comme prévu, je vous ai renouvelé l'ordonnance. Au total, ça fait 4 comprimés pour 4 mois. Apparu en 1996, étant en constant progrès depuis, les trithérapies ont transformé une maladie mortelle en infection chronique. Les traitements antirétroviraux ont permis à Sophie d'avoir un enfant séronégatif. J'en parlais souvent avec le professeur Girard qui me disait « Bon, là, c'est pas encore beaucoup trop, la charge est trop importante. » Bon. Et puis, voilà, 38 ans et demi, je suis retombée encore, j'ai enceinte. Et là, je suis allée le voir, il m'a dit « Ok, on y va. C'est bon. » Il m'aurait dit non, je n'aurais pas gardé l'enfant. Et voilà, donc il m'a dit ok, donc j'ai dit ben alors d'accord, on y va. Une consultation est l'occasion de revenir sur l'histoire médicale de Sophie, dont le virus avait échappé aux médicaments et regagné fortement du terrain avant la naissance de sa fille. Elle a quel âge déjà 9 ans et demi. 9 ans et demi. Donc il y a 9 ans et demi, je me souviens très bien, moi aussi. On n'était pas très bien. Non. Il y avait pas mal de résistance. Vous vous souvenez, on avait dû taper sur le virus très fort avec des médicaments compliqués. Vous vous souvenez des médicaments compliqués là celui qui d'ailleurs il se prend plus comme ça, d'ailleurs toutes les 12 heures en piqûre. Les résultats, ils sont très beaux. Hein. Le premier objectif du traitement, je suis sûr que vous le savez, c'est la charge virale. Là on voit très bien, au tout début 95, vous aviez plus d'1 million de copies de virus qui circulaient. On voit bien l'effet des traitements. Ça, c'est les années 96. 96, c'est le début de la trithérapie. On a cassé le virus. Là, on est à moins de 1000. Donc, vous voyez, on se baladait autour de 300, 400. Et finalement, charge virale indétectable, sûrement à moins de 50 copies. Donc, c'était super. Et puis, il y a eu, en 2001, c'est reparti un peu avec des fluctuations. Mais voilà, le virus, il commence à repartir, là. Donc, on a rechangé le traitement. Et puis là, il y a eu la période dont on se souvient bien tous les deux, à partir de 2002-2003, qui a été la période où vous avez votre virus qui est reparti, donc il a échappé au traitement qu'on vous donnait. Et donc là, on a vraiment sorti l'artillerie lourde, parce qu'il fallait vraiment que le virus il soit indétectable dans le sang, dans le plasma, pour qu'il n'y ait pas d'infection de votre bébé, ni dans le ventre, ni au moment de l'accouchement. Donc on est en 2003, vous l'avez dit, c'est simple, 9 ans et demi, hop, on arrive jusque-là, et il n'y a jamais eu de virus. Jamais de virus détectable, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas caché quelque part. L'autre examen clé pour savoir comment ça va, ce sont les T4. Et là, c'était très très bas chez vous. Et là, c'est 200, donc vous étiez à un moment donné à 50. Moins de 50. Hein. Ça a bien remonté, des fluctuations. Il y en a qui sont normales, les fluctuations, parce que les T4, c'est des petits soldats qui vont attaquer les germes. Donc si vous avez par exemple une petite infection banale, une angine, une petite infection digestive, ils sortent des casernes, puis après ils vont rentrer, donc ils vont rebaisser dans le sang. Et vous voyez que ici, c'est super, quoi. Vous êtes à plus de 450, entre 450 et 600 T4 en permanence. Donc vous êtes à l'abri de tout problème lié au déficit immunitaire. Il n'y a plus de déficit immunitaire. Est-ce que les traitements sont toujours efficaces chez tous les gens ? Les traitements, puisqu'on dit les traitements, donc la palette thérapeutique, on règle tous les problèmes. Voilà. Je dis ça avec le sourire et c'est pas, je n'exagère pas. J'aurais pas dit ça il y a 5 ans, même pas il y a 3 ans. Je dirais que là où notre limite, elle n'est pas d'ordre de la molécule, du médicament qu'on donne, elle est de l'ordre de l'accès aux soins, de l'alliance thérapeutique qu'on fait entre les soignants et les patients, de tout ce qu'on construit pour arriver à prendre les médicaments. Pourquoi la relation, l'alliance est si importante pour le succès
de la médication? Parce que on a des médicaments très efficaces, mais au risque d'être un peu banal, pour être efficace, il faut qu'on les prenne. On peut prendre, il y a une analogie qui me vient, c'est comme le préservatif. Le préservatif, c'est très efficace pour la prévention du VIH, mais il faut le mettre. Mais dans quelle mesure faut-il que les gens prennent toujours leur traitement? C'est un sujet très important, à mon avis, et qu'on n'a pas bien suggéré. Il y a une notion très importante qui est apparue depuis quelques années. On a beaucoup parlé de l'observance. Et maintenant, il y a une autre notion qui est très importante, qui s'appelle la pardonnance. Quand vous aviez un médicament que vous preniez toutes les 6 heures, toutes les 8 heures, vous sautiez une prise, le virus, quasiment, il remontait. Maintenant, quand vous avez des médicaments qui vous avalez une fois, ils vont rester en face du virus. Ils vont persister dans l'organisme pendant 6-7 jours. Si vous sautez une prise, ça a moins de conséquences. La vie, elle est faite aussi de fêtes, d'oublis, de lapsus, d'oublis plus ou moins volontaires, de révoltes. J'en ai marre de prendre mes médicaments. Voilà. Ce soir, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. Je ne veux pas les prendre. On dit oubli. Mais ils ne nous disent pas qu'ils ne veulent pas les prendre. Mais je sais très bien que de temps en temps, on ne veut pas les prendre. Pour plein de raisons. Tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait. Tiens, j'en ai marre de ce médecin-là. Qui passe mon temps à m'embêter, à l'infirmière. Vous avez bien pris à telle heure. Ça va bien, zut. Ils ont raison. Alors, quel est le risque si on ne prend pas régulièrement son traitement? Le risque des mauvaises prises de médicaments, il est que le virus reparte. Autrement dit, c'est la reprise du cours de la maladie. À l'extrême, c'est l'évolution spontanée de cette infection avec une mortalité dramatique au bout de quelques années. Alors ça, c'est la situation extrême. Dans la situation intermédiaire, c'est la sélection, je dis bien la sélection, de virus résistants. Et le médicament va être, si on ne le prend pas très bien, avec des concentrations qui ne sont pas suffisantes, il va bien marcher sur le virus naturel, sauvage. En revanche, il va mal marcher sur le virus résistant. Et donc, finalement, la personne qui a été exposée à ces médicaments et qui ne les a pas bien pris va être infectée par un virus résistant aux médicaments. On utilise 25 médicaments différents maintenant. Mais au bout d'un moment, première ligne de traitement, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, au bout d'un moment, on risque d'épuiser toutes nos cartouches. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait une accoutumance au traitement? C'est pas le médicament qui, à force de fonctionner, ne fonctionne plus, comme un somnifère, finalement. Voilà, l'organisme qui va s'habituer, qui va... Bon. C'est pas ça du tout. Il n'y aura cette perte d'efficacité, qui est un vrai risque, pas par une accoutumance, mais par des défauts de prise, et donc des virus mutés, qui sont très minoritaires, qui sont un peu cachés, c'est 1 virus sur 1000, 1 sur 10 000, qui tout d'un coup vont s'épandre, se multiplier à haut niveau et remplacer le virus sauvage, naturel. L'enjeu du traitement de l'infection à VIH, c'est donc la bonne observance des traitements. Sophie revient sur les années où elle prenait irrégulièrement le traitement et où la charge virale est réapparue. J'avais beaucoup de médicaments à l'époque, je crois, je me souviens plus, mais beaucoup. 12, 13, je suis allée jusqu'à 17. Et c'est vrai qu'il y avait des fois, j'oubliais. Ça m'arrive encore d'oublier. Donc on a travaillé là-dessus parce que ça avait une influence quand même sur la duplication du virus. Donc je travaillais avec lui, je travaillais avec son équipe d'hôpital de jour pour voir comment on pouvait faire pour vraiment améliorer la prise, à part des petits boîtiers. Enfin, on a tout essayé, les alarmes. Mais il y avait des fois l'alarme sonnait, quand on avait 2 prises par jour, c'est compliqué. L'alarme sonnait, j'étais en réunion, j'éteignais l'alarme et ça y est, c'était fini, j'avais oublié. Est-ce que j'étais prise dans ma vie du moment, enfin, du quotidien? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui vous arrivez beaucoup mieux qu'avant? Le cheminement et le travail que j'ai fait sur moi, je pense. Les choix d'avoir un enfant. Là, on a une responsabilité vis-à-vis de sa propre vie et de la vie de l'enfant. Donc, et le fait qu'il y ait de moins en moins de médicaments, bien sûr. Ça évidemment. Et pour moi, d'avoir une prise par jour. En 2005,
Le médecin qui suivait Christian lui a proposé de prendre un traitement. C'est une décision qui est très dure à prendre. C'est une décision que l'on préférerait d'abord ne pas prendre, je pense, parce qu'on va faire un inconnu. La médiatisation du VIH associé au sida nous occasionne un sentiment non pas d'angoisse mais d'inconnu concernant les effets indésirables des traitements, parce que si on n'a pas entendu parler des traitements, on entend d'abord parler des effets indésirables des traitements. Les effets secondaires ont effectivement été très forts et Christian a arrêté son traitement. Et donc en conséquence, j'ai pris une décision très personnelle qui était d'interrompre, de réduire, de modifier l'observance du traitement et de réduire la posologie des médicaments jusqu'à interrompre définitivement la prise des médicaments sans discuter avec les médecins de l'hôpital. Je me suis orienté vers un autre médecin généraliste, homéopathe, phytothérapeute, et qui m'a donné l'assurance, peut-être pas l'assurance, mais comment dire, qui m'a convaincu qu'il y avait d'autres possibilités de traitement dans ma situation que de commencer, que de prendre un traitement antirétroviral. Et donc de me soigner à l'aide de plantes, d'oligo-éléments, d'or, de cuivre, de zinc. La suite, ça a été assez rapide. Le traitement antirétroviral que je prenais comprenait un médicament qui était très important pour moi et qui concernait le VHB, c'est-à-dire le virus de l'hépatite B. Je l'ignorais. Donc en interrompant la totalité du traitement que je pensais être contre le VIH, j'ai également interrompu le traitement contre le VHB. Et au bout de 6 mois d'interruption du traitement, j'ai fait une hépatite fulminante et je suis rentré dans le coma. Christian a dû subir une greffe de foie. Les effets secondaires sont le premier obstacle à la prise régulière des traitements. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires graves qu'au début il y avait. Ce qui reste, c'est quand même ce que j'aime bien appeler un inconfort. Tout le monde sait, on prend des antibiotiques, on est un peu nauséeux, on a un peu de diarrhée, on n'est pas bien. Bon, ça va, ça dure 8 jours. Si maintenant je parle du VIH, vous prenez les antirétroviraux, et tous les jours vous avez des nausées, et tous les jours vous devez aller aux toilettes quand vous êtes au travail de façon précipitée, c'est insupportable. Donc c'est là qu'ont été faits finalement le gros des efforts, contourner la résistance, éviter les effets secondaires graves, simplifier les traitements. Un des médicaments qui a été commercialisé il y a 2-3 ans, pour la résistance, non seulement ça marchait dans les virus résistants, mais les malades venaient, ils disaient « Attendez, ça ne doit pas marcher, je ne sens rien ». Il ne faut surtout pas arrêter son traitement. Il ne faut surtout pas arrêter son traitement seul. Il faut le faire avec le soignant. C'est le rôle des soignants d'expliquer comment on fait pour arrêter un traitement, comment on fait si on a oublié, comment on fait si on a un retard dans la prise des médicaments, quelle attitude on a, comment on fait si on est à court de traitement parce que la valise a été perdue. Il y a plein de solutions. Est-ce que vous avez eu des effets secondaires des traitements? Le premier mois de la prise de traitement était terrible. Enfin, terrible, il y a des choses beaucoup plus importantes aussi, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à me lever, j'avais le teint qui était complètement jaune, j'avais des nausées sans arrêt, des diarrhées sans arrêt, et puis j'avais une espèce de goût très, très désagréable dans la bouche aussi, voilà. Et je me sentais complètement... Là, je me sentais malade, du coup. Voilà. Et comment c'est passé, alors? C'est passé au fil d'un mois, parce que je pense qu'il fallait que mon organisme s'habitue. Vous avez toujours le même traitement depuis? Oui. Oui. Et là, les effets secondaires, maintenant, comment est-ce qu'ils sont? Ah, les effets secondaires... je pense qu'il y en a toujours, des effets secondaires. Parce que j'ai une fatigue qui est non-stop. À tout moment de la journée. J'ai vraiment un gros problème de fatigue, alors j'arrive à le combattre, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je prenne sur moi.
Et j'ai des problèmes d'orientation, j'ai des problèmes de mémoire. Voilà, alors bon, on fait avec. On fait avec parce que c'est vrai qu'il y a des choses beaucoup plus graves, mais quand même je sens que le VIH est là. Voilà, il est bien présent. Il y a quelques années est apparue la fonte des graisses sur le corps, mais surtout sur le visage. Et ça, c'était quelque chose qui me gênait, d'autant que c'était, j'allais dire, presque un drapeau. C'était une manière d'afficher la séropositivité vis-à-vis de tout le monde dans la rue. Quand je vois quelqu'un avec certains traits sur le visage, je ne peux pas m'empêcher de me dire il est séropositif. Et quand il a des traits extrêmement affirmés, j'ai envie de lui dire, de m'approcher et de lui dire mais savez-vous que ça se traite ? Et savez-vous qu'à l'hôpital, on peut vous faire des injections. Donc, si vous voulez, régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, on me remplume un petit peu. Et c'est important ? Oui. Pour vous ? Oui. Pourquoi ? Pour donner l'image de la personne en bonne santé, bien. C'est pas que je me cache de la séropositivité, mais enfin, on n'a pas à l'étaler non plus continuellement sur la place publique. Pour Alain, les effets secondaires se sont dissipés en une quinzaine de jours. J'ai eu une éruption de boutons, c'était un peu dramatique, catastrophique même, puisque j'avais des boutons rouges partout, des démangeaisons rouges. J'avais la peau qui s'est mise à peler. C'était ça passe ou ça casse, quoi. Donc il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Et ça a duré, cette éruption, à peu près pendant une quinzaine de jours. Hein. Voilà. Et puis après, ça s'est tassé, et puis voilà. Et depuis... c'est toujours le même traitement. Il faut avoir confiance. Hein. Il faut avoir confiance, oui, il faut avoir confiance aux médecins. Et je crois que c'est important d'avoir confiance aux médecins. Et puis également, le médecin doit avoir confiance en vous aussi. Tous les témoignages que nous avons recueillis souligne l'importance de la qualité de la relation avec son médecin et plus largement avec le personnel soignant. Si certains patients sont avides d'informations médicales, ce n'est pas le cas de Michel et Jean-Philippe. Je ne me suis pas plongé dans le Larousse médical qui de toute façon n'aurait rien écrit à l'époque. Non, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas voulu essayer de comprendre. Mon attitude a été, j'ai des bons médecins, je leur fais confiance. Mais alors, pour dire pourquoi on prend tel médicament associé à tel autre, là, c'était vraiment un problème qui me passait par-dessus la tête. J'avais l'impression que si j'allais à la pêche à toutes ces informations, je déprimerais peut-être. Je suis pas très branché scientifique et tout, donc voilà, je connais les grandes lignes, mais c'est vrai que je cherche pas la formation, vous voyez, je pourrais pas vous parler du VIH vraiment en détail, et ça ne m'intéresse pas, quasiment. Pour ça, moi j'ai mes médecins qui sont très compétents, sur lesquels je me repose, et puis quand bien même je serais absolument... les moindres détails sur le virus, je ne suis pas sûr que ça m'aiderait. Parce que simplement que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Aujourd'hui, Christian ne manque jamais une prise de son traitement, ce qu'il attribue en grande partie à la relation avec le personnel soignant. Mais je pense qu'il y a un facteur dont on n'a pas parlé et qui est beaucoup plus important, c'est le dialogue que l'on peut avoir au sein de l'hôpital. Je pense que le dialogue qui s'est mis en place tant au niveau des services des pathologies qu'au service des maladies infectieuses suite à la greffe et aux difficultés qu'il y a ensuite à mettre en place un traitement satisfaisant et très facile en fait à prendre du fait de la régularité des prises se repose considérablement, en ce qui me concerne, sur le dialogue qui s'est établi. Les patients peuvent bénéficier de nombreuses autres aides, si nécessaire, en plus de celles de leur médecin. En plus du médecin, il y a
écoutez, il y a plusieurs professionnels en fait. Il peut y avoir donc les infirmières, il y a aussi les psychologues, il y a les diététiciennes, il y a les associations aussi. Il ne faut pas oublier les associations qui travaillent, qui peuvent rencontrer les patients à l'extérieur. Le rôle d'une infirmière thérapeutique est de voir des patients. Alors, soit pour une initiation, une mise sous traitement antirétroviral, soit pour des problèmes d'inobservance, soit pour des questions à la demande du patient sur les connaissances de la maladie, les connaissances, les modes de transmission. L'éducation thérapeutique, en fait, dans notre relation, c'est pas de juger en fait sur une situation et de dire c'est pas bien, vous l'avez pas pris, ou c'est un accompagnement pour amener à faire émerger les difficultés et de voir s'il y a des solutions ensemble et surtout le patient, que c'est quand même le patient qui est au cœur vraiment de cet accompagnement. C'est à partir de lui que tout avance en fait, et voir avec les différents professionnels qui sont dans le groupe d'éducation thérapeutique pour voir celui qui sera le plus compétent pour accompagner le patient dans la difficulté qu'il rencontre. Je savais que je portais un truc qui n'était pas accepté et qu'il fallait que je me balade au quotidien avec ça. Et que si je devais, pour encore mieux l'accepter, c'était déjà à moi de l'accepter. Soit on coule, soit on déprime, soit on voit les choses d'une façon négative, on se complaît là-dedans, soit on essaye d'en trouver quelque chose pour en faire quelque chose. J'ai rencontré le soutien de ma famille, de mon compagnon. Lui a aussi, pareil, de sa famille. Et puis après, du milieu hospitalier à l'époque. Et mis à part la fréquence de mes consultations et des examens, j'arrive à avoir une vie normale, absolument normale, sans qu'il y ait d'effets indésirables, si ce n'est que 4 minutes de nausée dans la journée. Soyons toujours dans l'espérance, aimons la vie, et puis ne vivons pas avec cette pathologie dans notre tête. Faut aller en avant, toujours en avant. Aujourd'hui, on vous donne quelques cachets à prendre le matin, quelques cachets à prendre le soir. C'est beaucoup moins embêtant que les gens qui doivent se faire des piqûres d'insuline toutes les 2 heures.